Il y a 3 méthodes pour symétriser dans Illustrator. Donc je vais vous montrer rapidement les 3 méthodes avec un dessin rapide d'un visage, comme ça vous allez comprendre. Alors ici je vais faire commande R et je vais aller placer un repère à peu près au centre de la page. Dans la palette des calques, je vais éventuellement verrouiller le calque qui va être mon calque pour le repère. C'est une des 36 manières de faire et je vais sur un nouveau calque faire le dessin. Donc la méthode la plus bête, la plus basique qui existe depuis 1987 dans Illustrator pour faire un dessin en symétrie, c'est, et là je vais le faire, je pourrais le faire à la plume parce qu'en 87 le crayon n'existait pas, mais je vais le faire au crayon, comme ça vous allez comprendre. Donc je vais faire par exemple ici un œil, voilà, un œil, une moitié de nez, voilà, une bouche, vite fait, une moitié de bouche, voilà. Je peux bouger encore, mais je sélectionne tout, en fait. Commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC. Je vais dans le menu Objet, Transformation, Miroir. Miroir sur l'axe vertical. Je ne vais pas cliquer sur OK parce que je ne veux pas obtenir ceci. Je vais obtenir une copie. Ceci en tant que copie. Donc je clique sur copier et non pas sur OK. Voilà. Et là, je vais bouger avec la touche Shift en même temps. Je bouge tout ça. Ah oui, alors une bonne idée quand vous venez de faire ça, c'est d'aller tout de suite après. En réalité, là je viens d'annuler. Vous voyez qu'ils sont superposés. D'aller tout de suite après dans le menu Sélection, mémoriser la sélection. OK. Comme ça, si par hasard vous cliquez à côté, vous n'allez pas devoir recliquer sur chacun des objets que vous voulez déplacer de l'autre côté. Non, il suffira d'aller dans le menu Sélection et tout de suite en bas ici, Sélection 1. Voilà, vous avez mémorisé la sélection des objets qui avaient été transformés en miroir. Et ici, je déplace donc avec la touche Shift et j'essaye de mettre à peu près du côté du repère là. Donc le problème de cette méthode, c'est que c'est seulement après avoir fait le miroir qu'on découvre à quoi ressemble vraiment le visage. Et je me dis, tiens, les yeux devraient être plus proches les uns des autres, donc je prends par exemple celui-là, et je dois déplacer aussi celui-là. Voilà. Ou comme ça, voilà, je gère, j'essaye de voir, mais c'est pas un miroir dynamique. Quand je bouge une partie, ça ne bouge pas l'autre. Ça, c'est un des problèmes. Et le deuxième problème, donc, c'est que on ne voit pas, pendant qu'on dessine, ce que ça va donner. C'est seulement quand on a fait le miroir après qu'on découvre. Alors qu'en fait, c'est un peu idiot. Ça fait depuis très très longtemps, bien avant l'infographie et l'informatique, ça date d'il y a des siècles, si pas des millénaires, qu'on utilise un miroir. Alors vous allez me dire, les miroirs en verre n'existaient pas il y a plusieurs milliers d'années, mais il existait des systèmes, des plaques de métal polies. C'était des miroirs. Donc ça fait très longtemps qu'on utilise un miroir dans la vraie vie pour dessiner, comme on le voit ici, le gamin qui dessine la moitié de son personnage et qui regarde dans le miroir pour voir ce que ça donne le personnage entier. Et donc, de manière assez idiote, dans Illustrator, dessiner la moitié et puis seulement découvrir après ce que ça va donner, c'est moins bien que ce qu'on faisait avant depuis très longtemps. Bien sûr, une fois qu'on se retrouve sur le dessin avec la moitié, on utilise un papier calque pour aller redécalquer. Vous voyez, on met un papier calque, on dessine au crayon dessus, puis on le retourne, on le met de l'autre côté, on repasse sur les traits, et ça redécalque, et on repasse au marqueur, et on a la symétrie. Très intéressant, très marrant comme petit atelier pour les enfants. Quoi qu'il en soit, voilà, ça c'était la première méthode, très très ancienne depuis la première version de Illustrator, 1987. Ok, je vais reprendre un nouveau document, en fait, pour vous montrer l'autre méthode qui existe depuis 15 ans pour faire de la symétrie dynamique. Donc vous allez la rencontrer souvent dans des tutoriaux sur le web. Plein de tutoriaux sur YouTube expliquent cette méthode pour symétriser. Comme on le fait dans un logiciel 3D quand vous dessinez la moitié d'un
un avion, par exemple, dans un logiciel 3D, vous voyez en temps réel l'autre moitié qui se crée. Donc vous avez une idée du look de l'avion que vous êtes en train de dessiner. Avion ou n'importe quoi qui est symétrique, bien sûr. Et donc là, je vais vous montrer la méthode des effets spéciaux de transformation. Donc au départ, ça commence comme l'autre méthode, vous avez vu, hein, j'ai créé un repère vertical, je l'ai mis sur un calque, j'ai verrouillé, c'est une des méthodes pour les repères. J'ai créé un autre calque, je l'ai appelé dessin, et sur le calque dessin, que je dois sélectionner, là voilà, je vais dessiner. Et donc au départ, ça commence avec, en fait, une petite forme minuscule, voilà, que je vais tracer contre le repère, voilà. Ok, donc là, dans la palette contour, menu fenêtre, contour, dans les options, je vais dire que le contour est à l'intérieur, comme ça il ne va pas parasiter le positionnement de la forme par rapport au repère, le positionnement des vecteurs, vous comprenez l'idée? Parce qu'avec les vecteurs, avec le contour à cheval sur les vecteurs, c'est difficile de coller le carré contre le repère. On n'est pas bon. Voilà. Alors en ayant le carré sélectionné, je vais dans le menu Effets, Distorsion et Transformation. Transformation. Et là, avec la case aperçue cochée, je vais indiquer que je fais un miroir sur l'axe X. En réalité, c'est l'axe Y, vertical, mais il y a un problème de traduction dans les logiciels Adobe. Ils ont traduit flip horizontal par miroir sur l'axe X, alors qu'en fait, quand on fait un flip, quand on fait un retournement horizontal, c'est sur un axe Y. Bon, peu importe. Vous voyez que c'est sur l'axe Y que ça doit... sur l'axe X que ça doit se faire. Mais en réalité, l'axe Y, vous cochez miroir sur l'axe X. Par rapport au carré, le repère vertical est à droite, donc je dois indiquer ici où il se trouve. Voilà. Ensuite, on voit que directement, le carré se symétrise. Par contre, l'original du carré perd ses couleurs. C'est pour ça qu'il faut que j'indique ici que je veux une copie et pas 0. 1, touche tabulation sur le clavier, et voilà. L'original garde ses couleurs. OK. Et puis là, je vais commencer à faire un dessin. Voilà. Bon, peu importe le carré, je vais le mettre plus haut, là, voilà. Le dessin, je vais le faire là. Le dessin, par exemple, d'un œil, vite fait. Je sélectionne les deux, commande A, donc l'œil et le carré se sélectionnent. Pas celui-là, parce qu'il n'existe pas, c'est juste le miroir. Et je vais grouper objet, associé. CTRL-G, commande G. Voilà, je vais vérifier dans le calque dessin ici. J'ai bien un groupe. Dans le groupe, j'ai le rectangle avec sa symétrie. Ça, la petite cible ici grise, ça indique que dans la palette aspect, il y a un effet spécial. Si je vais voir dans le menu fenêtre aspect, je vois que l'effet spécial de transformation, il est bien là. Oui, oui, oui. Et donc, si j'enlève l'œil en face de la transformation, on ne la voit plus. Donc, c'est bien l'effet de transformation miroir qui est là sur le rectangle. Et je prends la pastille et je la déplace sur le groupe. Ainsi, tout ce qui est dans le groupe se symétrise. Ensuite, je vais dessiner le nez. Voilà, le nez, vite fait. Il ne se symétrise pas parce que il n'est pas dans le groupe. Il est au-dessus du groupe. Je vais le déplacer, ce tracé, le nez, dans le groupe, et tout de suite, ça symétrise. Comment faire pour que, quand je fais un tracé, il soit directement dans le groupe? C'est simple, je sélectionne le groupe, et en faisant un clic droit sur n'importe quel des objets du groupe, je demande isoler le groupe sélectionné. Je suis dans le groupe, je travaille que sur le groupe. La palette des calques ne me montre que le groupe. Et si je fais maintenant autre chose, par exemple la bouche, voilà, la bouche. Voilà. Donc avec la flèche noire, puisque je suis dans le groupe, je peux prendre l'œil et commencer à bouger, modifier le look, la hauteur de l'œil, la hauteur du nez, voilà. Symétrie dynamique. La bouche
je vais l'écraser avec l'outil de transformation. Avec la touche, non pas avec la touche Shift. Pourquoi il ne veut pas? Commande Z. Voilà. Etc. Donc, je vois directement ce que ça va donner. C'est super. C'est super chouette. C'est ce qu'il faut. Voilà. Le carré, là au-dessus, on peut le supprimer, il ne sert plus. C'était juste pour démarrer l'illustration. Voilà, voilà. Bien, vous avez compris l'idée. Et alors là, je vais vous montrer l'autre manière de faire la symétrie, la troisième manière, qui est la plus puissante, la plus récente. Elle date à peu près de 2022. Donc, vous devez aller dans Objet, Répéter et enclencher Miroir. Mais il faut un objet de départ. Donc, je vais juste faire un petit carré pour avoir un objet de départ. Voilà, le carré est là. Peu importe que le contour soit à cheval sur les vecteurs ou pas, ça n'a pas d'importance. Ensuite, je vais en ayant ce carré sélectionné, je vais dans Objet, Répéter, Miroir. Et voilà, ça fonctionne. Si je zoome, j'ai bien le carré en miroir. Et je suis en mode isolation directement. Donc là, je vais, avec le crayon, faire ce que j'ai fait précédemment. Je vais dessiner vite fait un œil, vite fait un nez. Vous voyez que c'est en symétrie. Vite fait une bouche. Voilà. Idiot, c'est pas comme ça. J'aurais dû faire comme ça. Voilà. Haha. Bien. Je sors du mode répétition. D'ailleurs, dès que vous enregistrez le fichier, ça va sortir tout seul. Et donc, vous ne savez plus la modifier. Si vous savez modifier la position de tout le système de répétition miroir, mais modifier les vecteurs, non, il faut rentrer à nouveau dedans. Et pour ça, en ayant dans les réglages généraux ceci qui est coché, cliquez 2 fois pour isoler, vous allez pouvoir double-cliquer sur la partie où il y a le dessin, et même l'autre partie d'ailleurs ça marcherait, et vous êtes revenu dans le mode édition, et flèche noire, je clique à côté, je reclique sur l'objet que je veux bouger, et je le bouge, et là je suis en train de modifier. Vous voyez, c'est très drôle, amusant. Donc je vais ici faire un cercle, vite fait, voilà, avec Alt-Shift, bien. Donc si ce cercle passe au-delà du miroir, il y a un système de masquage qui fait qu'il n'y a pas de problème. Ça casse pas, et en plus il disparaît. Bien, trop fort. Je vais l'enregistrer pour vous montrer comment obtenir les vecteurs sur l'autre côté pour pouvoir continuer l'illustration, faire des choses différentes, modifier un peu la forme de l'œil d'un côté ou de l'autre, mettre des couleurs différentes d'un côté ou de l'autre, parce qu'actuellement, les couleurs, si on en mettait, elles seraient pareilles de chaque côté, c'est comme les traits. Et là, je vais indiquer, je vais décomposer en fait. Décomposition, c'est, voilà, la version décomposée qui va être montrée ici. Donc comment est-ce qu'on fait pour décomposer? Eh bien, en ayant donc la répétition miroir sélectionnée, on va dans Objet, Répéter, et on va annuler la répétition. Objet, Répéter, Annuler.
Bien. Et là, justement, on va utiliser objet transformation miroir. Et on va demander copier. On va faire sélection mémorisée, juste pour le cas où on ferait la gaffe de cliquer à côté et désélectionner. Cliquer à côté. Comment faire pour resélectionner ce qui a été miroité? Sélection. Sélection. Voilà. Et donc, avec la flèche noire et la touche Shift, je déplace en horizontal. Et voilà. Et j'ai ma version que je vais pouvoir modifier différemment. Puisque, voilà, on a des choses indépendantes maintenant. Le miroir dynamique n'existe plus. Pour donc cet exercice procédure pour la création d'un dessin en symétrie dans Adobe Illustrator en 2024. Cet exercice nécessite d'avoir une petite connaissance de base du logiciel Illustrator, notamment l'utilisation de l'outil crayon et la méthode d'application de couleurs sur le fond et le contour de traits vectoriels ouverts ou fermés. Je pense que c'est déjà le cas chez vous. Vous avez déjà une petite approche de Illustrator, donc tout va bien. Alors on va commencer par mettre en place le réglage optimal. Donc on va procéder à la remise à zéro des préférences. Allons-y, moi en tout cas je vais le faire. Vous n'êtes pas obligé nécessairement de le faire si vous pensez que vous avez un Illustrator qui est en réglage d'usine. Donc Illustrator réglage sur le Mac, édition préférences sur les PC. Je vais dans la partie générale. Et là, vous avez un bouton réinitialiser les préférences. Moi, je clique sur lui puisque clairement mon Illustrator a été modifié. Et donc, ça indique que les préférences seront réinitialisées au démarrage d'Illustrator. Donc, je clique sur OK. Il me propose redémarrer maintenant. Super. Redémarrer maintenant. Et voilà, c'est le réglage standard de Illustrator. Voilà, on vient de faire ça, procéder à la remise à zéro des préférences. Sur Mac, uniquement sur Mac, désactiver le mode fenêtre flottante. Moi, comme je travaille avec un seul écran ici, ça n'a aucun intérêt d'avoir l'application flottante comme ça. Où est-ce que je l'envoie? Non. Donc, moi dans le menu fenêtre sur le Mac, je vais aller dans cadre de l'application, désactiver cette option-là. Voilà. D'abord, je vais quitter le tutoriel sur les nouveautés. Puis, je vais devoir créer un nouveau fichier pour voir apparaître l'interface. N'importe quel nouveau fichier, voilà. Visiblement, dans la remise à zéro de Illustrator, la remise à zéro de la position des palettes ne s'est pas faite. On va remettre en place toutes les palettes. Voilà. Décidément, dans Illustrator, il y en a des choses à faire quand on veut bien le démarrer. Donc, menu fenêtre. Espace de travail. Réinitialiser les indispensables. Donc d'abord, il faut choisir, si ce n'est pas déjà le cas, les indispensables. Je réinitialise les indispensables. Voilà. Donc, étape suivante ici, je vais choisir la couleur d'interface. Donc voilà, on y va. Donc vous allez dans Édition préférences sur le PC. Là, je vais dans Illustrator réglages. Et je vais aller chercher interface utilisateur. Voilà. Donc choisissez n'importe lequel des 4, sauf le gris ici qui vous poserait problème. Ici, je vais mettre en très clair. Alors, si on ferme le document, on a un panneau d'accueil qui arrive. C'est plutôt ennuyeux. Quand on commence à ouvrir, fermer beaucoup de documents,
les uns à la suite des autres, toujours ce panneau d'accueil qui arrive. Donc une des choses qu'on va faire ici, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de panneau d'accueil quand aucun document n'est ouvert. Quand aucun document n'est ouvert. Donc je vais dans les réglages, dans les préférences générales. Afficher l'écran d'accueil si aucun document n'est ouvert, on va décocher ça. Voilà. On va faire un nouveau document, fichier nouveau. À nouveau, n'importe quoi comme document pour commencer, là c'est bien. Vous allez prendre la palette des outils et vous allez tracer une ellipse. Voilà. Donc là, on a un cadre qui m'empêche de voir bien les vecteurs qui constituent l'objet. Vous pouvez tester avec d'autres choses, l'outil polygone ou quoi que ce soit, ça va être systématiquement la même chose. On ne voit pas vraiment les vecteurs en permanence des objets. Et donc ce cadre qui est pratique, qui permet de redimensionner, même avec la touche Shift si on veut garder les proportions, la touche majuscule, qui permet de redimensionner les objets, parce que chaque fois qu'on en active un, il y a le cadre. Bon, on va quand même le faire disparaître. Alors pour ça, vous allez dans le menu Affichage et vous demandez masquer le cadre de sélection. Du coup, quand on clique avec la flèche noire sur un objet, on voit ces points sans problème. C'est pratique. Et si on veut transformer, on active l'outil de transformation qui n'est pas accessible ici parce qu'on est en palette des outils simples. C'est une des autres choses à modifier. Donc, il y a plein de manières d'y arriver, toujours dans les logiciels Adobe. Donc je clique sur les trois petits points dans le bas de la palette des outils. Dans le menu en haut à droite du panneau qui est apparu, je choisis Avancer. Voilà. Et c'est là que je trouve donc facilement l'outil de transformation qui me permet de transformer quand j'active un objet ou l'autre. Alors, petite astuce quand même, la touche CTRL sur le PC, quand vous êtes avec un outil autre que la flèche noire, la touche CTRL sur le PC ou commande sur le Mac vous permet d'avoir le raccourci de la flèche et comme ça vous pouvez facilement activer l'un ou l'autre, voire même englober pour en sélectionner plusieurs. Cliquez à côté, etc. Donc, très intéressant bien sûr de connaître ce raccourci CTRL sur PC ou commande sur Mac pour ne pas à chaque fois devoir aller réactiver la flèche. Alors, on a l'IA générative de Adobe Illustrator, le panneau qui est là. Ok, moi je vais le faire disparaître. Menu fenêtre, ça s'appelle barre des tâches contextuelles, donc j'ai enlevé le petit V en face pour ne plus le voir temporairement. Donc après avoir enlevé la barre contextuelle, on va aller désactiver la mise à échelle des contours et des effets. Donc c'est dans les préférences générales, une des choses les plus importantes dans Illustrator, la mise à échelle des contours et des effets. Il est déjà désactivé, donc c'est parfait. Donc ça veut dire que lorsque je redimensionne un objet, et là j'utilise la touche Shift, les contours ne s'épaississent pas. On va faire apparaître une des barres les plus importantes dans Illustrator, c'est la barre CTRL, donc menu fenêtre CTRL, qui s'appelle Options dans Photoshop. Donc c'est la barre qui, en fonction de l'outil qui est activé, va vous proposer des choses qui viennent des palettes, qui sont dans le menu fenêtre, les palettes, mais c'est donc des raccourcis, et c'est pratique.
On va aller désactiver le passage en mode isolation par double clic. Donc, il s'agit d'aller dans les préférences générales et de décocher ceci. Cliquez 2 fois pour isoler. Alors bien sûr, se faire un espace de travail réglé Illustrator, ça peut prendre beaucoup plus de temps. En fonction de travaux spécifiques, on peut y passer beaucoup plus de temps. Là, c'est le minimum que je viens de faire pour qu'on n'ait pas de problème pour la suite. Je vais passer à la suite là. Donc, durant cet exercice, vous apprendrez à dessiner en symétrie dynamique. Dynamique, c'est-à-dire que lorsqu'on dessine un côté de la symétrie, alors on voit immédiatement l'autre partie apparaître. Vous seriez étonné, ça existe depuis une douzaine d'années dans Illustrator. Et il y a des gens qui dessinent en symétrie toujours comme on le faisait dans les années 90, c'est-à-dire qu'ils dessinent la moitié de l'objet sans voir ce que ça donne une fois que ce sera symétrisé. Une fois que l'objet est dessiné, ils le symétrisent et c'est là qu'ils découvrent ce que ça donne. Mais ça va pas. Il vaut mieux faire comme ça existe dans les logiciels 3D, quand vous dessinez par exemple un avion en 3D, vous le modélisez, vous ne modélisez pas la moitié de l'avion et puis vous symétrisez. Vous avez la symétrie dynamique en temps réel. Eh bien, c'est la même chose dans Illustrator, c'est toujours mieux. Alors, cette explication utilisera le nouvel outil répété de Illustrator, enfin, nouvel outil de 2022, quoi, en fait. Et non pas l'ancienne méthode effet transformation, et encore moins l'encore plus ancien outil miroir qui date de 1987. Alors, vous apprendrez aussi à utiliser et créer des brushes calligraphiques, utiliser des outils de déformation, notamment pour créer des spirales le long de tracés, peindre des surfaces en couleur dans un dessin qui n'a pas ses traits fermés, parce que vous allez voir qu'on va faire un dessin et on ne va surtout pas, comme un petit enfant, fermer le dessin. On va laisser les traits ouverts, ce sera beaucoup mieux. Mais malgré tout, on va pouvoir peindre les surfaces en couleur. Grâce à une technique que Adobe a mise en place suite à la demande des utilisateurs, justement pour arriver à peindre des objets qui sont non fermés. Donc actuellement, vous n'avez là que des objets fermés, mais bien sûr, si vous prenez le crayon et que vous faites des formes non fermées, ah, elle s'est fermée toute seule, celle-là. Voilà, des formes non fermées de ce genre-là. On peut malgré tout les dessiner, les remplir de couleurs, avec le système de peinture dynamique. Utilisez la fonction décomposer pour rendre possible d'autres opérations sur un dessin quand on a utilisé sur lui une fonctionnalité particulière qui empêche de continuer normalement le travail sur ce dessin. Si vous lisez la phrase à tête reposée après une douche, elle est compréhensible. Apprendre à appliquer des dégradés et des motifs et apprendre à les modifier une fois qu'ils sont appliqués. Donc voilà. Donc étant donné qu'il y a quand même pas mal d'étapes et de procédures, exceptionnellement, je travaille sur base d'un texte que j'ai rédigé et non pas comme d'habitude où je fais et vous tentez de le faire en même temps et on voit ce qui se passe. Non, là, vu que c'est une procédure quand même avec pas mal d'étapes, il y a le texte. Alors, on va démarrer d'un format lettre, par exemple. Donc, ce format ici, je vais le fermer sans l'enregistrer. Donc, nouveau document. Je vais dans la partie impression, lettres. Donc ici dans les options avancées, je vais choisir couleur RVB. Ça me met un point d'exclamation, on a l'impression qu'il y a un problème, que ça ne va pas, qu'on a fait une gaffe. Pas du tout, ça indique juste que par rapport au modèle de départ, puisque tout ça sont des modèles, par rapport au modèle de départ, vous vous êtes éloigné. Vous vous êtes éloigné de ce qui était prévu, mais c'est pas un problème du tout. Alors cette question de savoir s'il faut travailler en RVB ou en CMJN dans Illustrator, c'est vaste et complexe. Moi je préconise
toujours le RVB, mais je peux comprendre que des illustrateurs qui ne travaillent que pour l'impression aient envie éventuellement de travailler en CMJN, mais le problème c'est que, voilà, on peut faire des documents pour l'impression en RVB et c'est mieux en fait. Qui peut le plus, peut le moins. Le RVB, il y a plus de couleurs que le CMJN, et donc transformer un CMJN en RVB et que les couleurs deviennent vives, ça va pas marcher. L'inverse, transformer un RVB avec des couleurs vives en un CMJN qui aura des couleurs plus ternes, à cause des contraintes de l'impression, ça marche. Alors, on va cliquer sur Créer. Alors, pour ceux qui se demandent quelle résolution il faut mettre, il n'y a pas de résolution dans Illustrator. C'est du vectoriel, ce sont des formes. Ce qu'on voit là, c'est la résolution des effets spéciaux quand on met des ombres notamment. Et il est conseillé, quand on travaille sur un ordinateur qui est un peu faible, ou quand on travaille sur des illustrations très complexes, de diminuer la résolution des effets spéciaux. Et à la fin, quand le travail est fini, on remonte. Il y a un réglage dans Illustrator pour remonter la qualité des effets spéciaux. Parce que, voilà, 72 pixels par pouce ou 300, c'est pas la même chose. 300 pixels par pouce va demander plus à l'ordinateur. Nous, on va faire des choses relativement accessibles à un ordinateur graphique pour graphiste. Donc, pour l'instant, on va laisser à 300 pixels par pouce. Alors, juste pour vous donner une idée, un pouce, c'est 2,54 cm. Quand on est à une résolution de 300, ça fait sur le pouce carré, ça va nous faire 300 fois 300 égale 90 000. Alors que quand on est à 72 pixels par pouce, ça fait 72 fois 72, 5000. Vous voyez la différence? 90 000 et un peu plus de 5000. Donc c'est 18 fois plus rapide les effets spéciaux à 72 dpi qu'à 300. Contrairement à ce que certains auraient pu croire, que ça va être juste 4 fois plus rapide, parce qu'il y a à peu près 72 dans 300, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Là, c'est du pouce linéaire et on travaille sur des surfaces. Alors, bien que par la suite, ce format pourra être modifié, donc le format lettre qu'on a choisi pourra être modifié à l'aide de l'outil plan de travail. Mais oui, c'est comme ça qu'on modifie le format dans Illustrator après avoir créé le document. Alors, parallèlement au travail dans Adobe Illustrator, vous devez avoir sous les yeux l'image d'un lion vu de face. D'accord? Parallèlement au travail dans Adobe Illustrator, vous devez avoir sous les yeux l'image d'un lion vu de face. Donc, l'image de référence pourrait même être sous copyright. Il y a très peu de chances que le dessin, si on le superpose à la photographie, puisse être utilisé comme preuve que vous avez enfreint le copyright de la photographie. Donc si vous pensez que c'est bizarre que quelqu'un puisse avoir l'idée de superposer votre dessin à une photographie pour prouver que vous l'avez utilisé, sachez que dans les cours de justice, pour les litiges commerciaux, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des experts qui montrent aux juges que quand on superpose votre dessin à la photo, vous avez utilisé la photo de tel auteur sans son autorisation. Donc ça débunk un peu une idée que si je dessine par-dessus la photo, il n'y a pas de problème de copyright. Pas du tout. Il y en a. Et donc là, vu qu'on ne va pas décalquer et qu'on va redessiner à l'œil, il y a peu de chances qu'on puisse prouver que vous avez utilisé la photo. Bien, donc, on va aller chercher une photo sur le web. Je vous laisse faire. Vous vous débrouillez pour trouver une photo d'un lion vu de face. Je vais aller dans Bing. Ok.
Il y a plein de lions vus de face, c'est pas mal. Je vais quand même, moi, me restreindre. Joue la carte de la sécurité à fond. Je vais voir ce qu'il y a dans le domaine public au niveau des lions vus de face. Ah, apparemment, il y a une photo gratuite sur Pixabay. Mais gratuite, il faut vérifier les conditions d'utilisation malgré tout. Si j'étais en Creative Commons, j'aurais certainement plus de résultats. Bon, ok, toutes les licences Creative Commons. Bon, peu importe, je vais voir si je peux avoir celui-là. Ok. Il propose tout de suite celui-là de le télécharger et il me l'affiche pas quand j'ai cliqué sur afficher l'image pour la voir en grand. Ceci dit, cette image pourrie ici pixelisée fonctionnerait aussi. Parce que c'est juste pour avoir la tête d'un lion sous les yeux, le temps de faire le travail. Tiens, il a le nez tordu. Il n'a pas le même œil de chaque côté. Ça, c'est la vraie vie, quoi. Personne n'a un visage symétrique. D'ailleurs, si vous aviez un visage symétrique, ce serait bizarre. Les gens auraient une sensation bizarre. Envie d'un petit café? Non, je rigole. Pourquoi je vous montre ça? C'est un logo très connu. Justement à propos de ce dont je viens de parler. C'est dissymétrique. Où ça? Au niveau de son nez, exactement. Il y a un détail là. L'ombre d'un côté du nez. Oui, parce que c'est l'ombre, hein. On imagine que c'est pas ses poches d'œil. Elle est différente de l'autre côté. Et si c'était pas le cas, ça serait plus bizarre. Donc c'est très connu dans le monde du graphisme, ce logo. Justement pour ça, pour cette dissymétrie qui est à peine perceptible. Alors, on va faire apparaître les règles une fois que vous êtes certain d'avoir le fichier sur le disque dur. C'est mon cas, il est là. Voilà, quand j'enfonce la barre d'espacement sur le Mac, j'ai le petit preview de l'image. Donc, quand vous êtes certain d'avoir l'image sur le disque dur, on fait apparaître les règles et on va tirer un repère vertical de la règle verticale. Alors, on y va. Commande R sur le Mac, CTRL R sur le PC. Vous aviez peut-être déjà les règles affichées? Non. Vous positionnez le pointeur sur, avec n'importe quel outil en fait, hein, sur la règle verticale. Là, je le précise parce que certains essayaient d'aller sur le bord précisément et ça marchait pas. Je me demandais pourquoi et j'ai compris quand ils m'ont montré qu'ils essayaient d'aller la prendre sur le bord. Donc là, j'enfonce et je tire vers à peu près le centre de la page. Ça n'a pas d'importance si on est parfaitement au centre. Alors, il serait peut-être intéressant de verrouiller ce repère, je pense. Donc, il y a plusieurs solutions. L'ancienne manière de faire, affichage repère, verrouiller les repères, ça peut marcher. Mais on l'utilise plus trop cette fonction, c'est vieux, parce qu'elle ne permet pas de verrouiller seulement certains repères par rapport à d'autres. Donc, ce qu'on utilise souvent maintenant, c'est dans la palette des calques, que je suis allé chercher là et que je déplace par son onglet. Dans la palette des calques, on verrouille les éléments, souvent comme ceci en fait. Bref, le repère est verrouillé. Et on va tracer un rectangle à bord noir sur le côté gauche du repère. Donc, vous prenez l'outil rectangle. Il faut que, comme couleur de contour, il ait, et je vais utiliser le nuancier pour ça, menu fenêtre nuancier, il faut qu'il ait du noir.
je trace un rectangle assez petit comme ça, voilà. Si je zoome sur lui, on voit que le contour est à cheval sur le bord. Bon, ce serait peut-être pas mal d'aller faire apparaître la palette contour qu'on peut faire apparaître par menu fenêtre contour ou par l'hyperlien ici, dans la barre contrôle, et de dire que le contour va être à l'intérieur du rectangle en fait. Voilà. Sinon, on ne sait pas trop, quand on a du magnétisme, quand l'objet colle, on ne sait pas trop si c'est le bord du contour qui colle ou le bord de l'objet. Là, on sera certain qu'il n'y a pas de problème, ce sera les deux. On a synchronisé le bord du contour et le bord de l'objet. Et donc, on va placer ça, et ça devrait coller. Vous devriez sentir, parce qu'il y a le magnétisme, que ça va coller sur le repère. Et on va enregistrer ce premier fichier. Alors, on va enregistrer sur, bien sûr, l'ordinateur. Ne faites pas comme certains qui enregistrent dans le cloud et qui font des fichiers monstrueux et puis qui viennent se plaindre que l'ordinateur est lent. Bon, je vais l'appeler symétrie 01. Donc, le rectangle doit être sélectionné et on va aller dans la troisième manière qui est apparue dans Illustrator pour faire des symétries. C'est la plus récente, à peu près 2022. Objet répété miroir. Donc, le rectangle doit être sélectionné. Objet répété miroir. Et là, vous voyez que de l'autre côté de cet axe en pointillé, on a l'image du rectangle. Mais le rectangle est vraiment à gauche là. Ça, c'est une image, c'est pas accessible. En fait, et oui, on a synchronisé quelque part le repère vertical avec l'axe de symétrie en pointillé. Ils sont superposés parfaitement. Pour la suite, ça pourrait être utile. Donc, je ne peux que vous inciter à vous intéresser à ce menu objet répété qui permet notamment de faire des mandalas ou plein d'autres choses. C'est assez puissant. On pouvait faire tout ça avant avec le menu Effet, Distorsion et Transformation. Et Transformation. Je ne l'applique pas ici, je vous montre juste. Donc je ne l'applique pas. Tout ça, on pouvait le faire avant, mais c'était plus complexe. Maintenant, ça devient plus facile. En fait, on va toujours vers cette tendance-là. Les logiciels deviennent de plus en plus faciles à utiliser. Adobe, notamment, se casse la tête pour essayer d'avoir de nouveaux clients. Et donc, les logiciels doivent être de plus en plus faciles. Ils font même parfois des versions simples des logiciels pour attirer du public, parfois même gratuit. Alors, on va dessiner au crayon la moitié du lion du côté gauche du repère. Alors, si, pour une raison ou pour une autre, vous auriez préféré dessiner la partie droite du lion plutôt que la partie gauche, vous recommencez le processus voilà, de miroir. Attendez, est-ce qu'il ne suffirait pas de le déplacer de l'autre côté? Si, c'est génial avec ça. Il suffit de prendre à ce moment-là le rectangle, voilà, et de le placer de l'autre côté, collé. Et vous dessinez à droite dans ce cas-là. Je pense que ça devrait le faire. Ceci dit, avec ce système-là, quand on dessine, est-ce que ça ne va pas de toute façon sur les deux côtés? Si, non. Voilà. Oui, il faut choisir le côté dans lequel on dessine, sinon ça fout tout en l'air. En effet. Bon, ok, moi je vais revenir avec le rectangle à gauche.
Donc il ne faut pas déborder au-delà du repère. Mais si on déborde, c'est pas trop grave. Contrairement à ce qui se passait avant avec l'effet de transformation, là ça cassait tout. Ici, ça ne casse pas tout si on déborde, mais essayez de ne pas déborder quand même de l'autre côté de l'axe vertical. Et alors, surtout, vous ne devez pas nécessairement fermer les traits. Ça peut être des traits ouverts et c'est même mieux. Comme je vous l'ai dit, n'essayez pas de dessiner comme un petit enfant qui ferme les traits. Faites des traits ouverts. Donc l'idée, c'est de mettre sur un écran, si vous avez plusieurs écrans, le document Illustrator et sur l'autre écran l'image, ou alors vous imprimez l'image. Bon, mais là, on n'a pas trop le choix. Je vais en fait l'ouvrir dans le logiciel d'aperçu du Mac. Vous avez certainement, comment est-ce qu'il s'appelle sur le PC, ce logiciel Preview là? Ah bah il s'est ouvert dans Photoshop. Les JPEG sont prévus pour s'ouvrir dans Photoshop. C'est plutôt ennuyeux ça parce que c'est lourd Photoshop. Je vais quitter Photoshop ici. Alors, ouvrir avec... où est-ce qu'il est l'aperçu Aperçu, voilà. Vous arrivez à ouvrir l'image sur le côté et la voir en même temps. Sinon, vous savez quoi? Il y a une possibilité aussi, qui est pas mal. C'est de mettre le travail Illustrator sur la gauche de sa fenêtre et sur la droite, vous importez, fichier importé, vous importez l'image. En tant que fichier non lié, ce sera encore mieux. Voilà. Ah, alors. J'aurais dû le faire avant d'être dans le système de symétrie, l'importation d'image dans Illustrator. Vous avez essayé, vous avez vu qu'il vous a mis un message? Donc je vais sortir du système de symétrie ici. Voilà. Et importer l'image. Voilà, sur le côté là. Bien. Donc pour retourner dans le système de symétrie, où est-ce qu'il est? Je me positionne sur le rectangle, je fais un clic droit, isoler la répétition sélectionnée. Et voilà, on est retourné dedans. À quoi il sert le rectangle? Ben, il faut un objet de départ. Si vous n'avez pas d'objet de départ, vous ne pouvez pas enclencher la symétrie. Donc là, je vais prendre le crayon et je vais rapidement tenter de dessiner. Donc, ah oui, ce serait peut-être bien qu'une fois que j'ai dessiné un trait au crayon, il soit désactivé. J'ai pas besoin de vouloir revenir dessus pour le modifier. S'il n'est pas bon, je ferai un CTRL Z en fait. Donc ce que je vais faire, c'est double-cliquer sur le crayon et aller décocher ici, conserver la sélection dans les options de l'outil crayon. Alors, vous avez aussi la fidélité. Est-ce que, une fois que le trait est créé, à quel point est-ce qu'il est lissé? Ben là, on a un lissage moyen. On va dire que c'est bon comme ça. Voilà, donc on en était à tenter de dessiner le lion. N'hésitez pas en plusieurs étapes. Ok, la crinière n'est pas très importante parce qu'on la fera par la suite. Ne faites pas la crinière. Enfin, si vous l'avez faite, c'est pas grave, mais vous n'êtes pas obligé de la faire. Alors vous voyez que mon lion, il va être un peu foireux parce qu'il va avoir les yeux très écartés. C'est pas grave. Je vais bouger après. Je vais bouger les choses. Alors bien sûr, si vous avez l'occasion de faire ça
Ça ressemble plus à un phocochère qu'à un lion, tiens. Ah, c'est Pumba. Alors, on va régler le problème hein, du phacochère. Je vais aller sélectionner tout ça et essayer de le rapprocher là. Voilà. Ok. Ne vous inquiétez pas si c'est pas bon dans un premier temps parce que nous allons en fait retravailler ça par la suite. Voilà. Ok. Oui, évidemment, le problème de la photo qui est mise comme ça sur le côté, c'est que si je veux zoomer sur les yeux, c'est pas évident. Ok, je vais quand même faire un semblant de crinière là, voilà. Mais après, de toute façon, pour la crinière, on fera autrement. Ah oui, alors le rectangle là peut disparaître, bien sûr. Il ne sert plus. Dès qu'il y a eu un autre trait qui avait été créé, ou même avant, on aurait pu supprimer le rectangle. Ok. Bon, ben, faites-vous plaisir quand même, faites un peu la crinière, mais on retravaillera la crinière d'une manière différente, en fait. Et comme ça ressemble un peu plus à un lion. Enregistrez le fichier quand c'est fait. Si vous avez un truc que vous trouvez moche, eh ben, soyez un peu plus indulgent avec vous. Peut-être que votre lion est le plus intéressant. Parce que le but de dessiner, c'est pas de recréer la réalité, c'est de créer une nouvelle réalité. Alors, on peut, si on veut, appliquer une broche calligraphique. Donc, si on fait un clic droit, isoler la répétition sélectionnée, et qu'on va dans la palette des formes appliquer une brush, elle s'applique en miroir. Si je double-clique sur elle et que je l'écrase et que je la tourne, c'est une répétition miroir parfaite de la brush, parce qu'elle n'existe pas vraiment là. Cliquez sur OK. Donc j'ai cliqué sur OK dans la modification de la forme calligraphique qui me dit cette forme est utilisée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien moi je veux l'appliquer au contour. Voilà. J'ai pas modifié la brush ici pour l'utiliser sur d'autres traits que je vais faire plus tard. C'est pour les traits qui étaient là sélectionnés. Donc j'ai choisi l'option appliquer au contour à la question qu'il me posait. On va enregistrer et on va surtout enregistrer régulièrement puisque c'est quand même un travail complexe. Il faut parfois revenir en arrière. Alors, à ce stade, surtout ne pas essayer de mettre de la couleur de fond sur les traits, car c'est pas la bonne méthode pour coloriser un tel dessin qui a des traits ouverts. On utilisera en fait la technique de la peinture dynamique pour coloriser. Alors si vous avez testé l'application d'un fond sur un des tracés, enlevez-le. Donc si vous avez par exemple fait ceci, quand on est en mode isolation, voilà. Si vous avez tenté d'appliquer sur une ou plusieurs formes un fond en couleur, d'une manière ou d'une autre,
Voilà, ça foire, c'est pas bon, mais il va falloir enlever avec la diagonale. La couleur de fond que vous aviez mise. Alors on peut sélectionner un ou plusieurs traits et les déformer avec l'outil de transformation manuelle, bien sûr. Ça c'est une possibilité pour revenir et voilà, clic, shift clic, voilà par exemple, ou j'englobe. Ah oui, ça peut être intéressant de passer en mode sans couleur temporairement quand on fait ça, commande Y, parce que les traits calligraphiques m'empêchent de bien voir ce que je fais. Commande Y. Et donc, je disais, outil de transformation manuelle. Et on peut... Oui, puisqu'on a été désactivé le cadre de sélection. Du coup... Vous voyez quand même, c'est mieux de voir en temps réel la symétrie, plutôt que de le faire comme à l'ancienne, en fait. Ah, ça cale. Les magnétismes qui m'a servi tout à l'heure bien pour coller le rectangle sur le repère. Là, il m'ennuie, je ne peux pas positionner comme je veux, donc je vais aller dans le menu affichage, désactiver le magnétisme du point. On va voir si ça résout le problème. Partiellement, menu affichage, je vais désactiver repère commenté. Ok, là ça marche. C'est très souple, je peux positionner exactement où je veux. Ah, il a des grandes oreilles, il commence à ressembler à un Chupacabra ou... Comment est-ce qu'on dit? Chupacabra. Vous connaissez ces animaux qui n'existent pas? La cryptozoologie, non? Chupacabra, c'est le suceur de chèvre. C'est ça que ça veut dire. Mais donc, je trouvais qu'avec ses grandes oreilles, ça ressemblait aux représentations de plus en plus de cette bestiole imaginaire. Ou pas. Laissons un peu de rêve. Alors, bah, je vais peut-être enregistrer ça, oui. Enregistrons. Chaque fois sous un nom différent, bien sûr. Mais ça, il n'y a pas besoin de vous le dire. Alors, avec l'outil déformation, derrière l'outil largeur dans la palette des outils. Bon, première chose. D'abord, je devrais être... Oui, je viens d'enregistrer, donc je suis sorti de la répétition, l'isolation de la répétition. Donc, je dois à nouveau faire clic droit. Et ça marche pas. Il faut que je vois pourquoi. Flèche noire. Clic droit, isoler la répétition sélectionnée. Voilà. C'est parce que j'ai enregistré sous un nom différent et donc forcément là, il m'a sorti... Enfin forcément, pas forcément, je trouve ça ennuyeux, mais bon. Et donc j'étais en train de dire que derrière l'outil largeur, vous avez les déformations. Vous entrez dans le menu, vous allez sur la barre verticale de droite, ça vous détache tout ça, c'est pas plus mal. Et celui qui nous intéresse, c'est le deuxième là, l'outil de déformation. Et donc, qu'est-ce que je vous raconte ici avec l'outil déformation derrière l'outil largeur dans la palette des outils? Remodeler les tracés. Double-cliquez sur l'icône de cet outil pour faire apparaître ces réglages et modifier en largeur et en hauteur le diamètre du pinceau, afin que le rayon d'action de l'outil soit adapté au résultat visuel que vous souhaitez obtenir. Et sélectionnez bien sûr au préalable les tracés que vous souhaitez modifier. Donc, je vais faire ça. Donc, l'outil, oui, l'outil c'est bien celui-là. Avec la flèche noire, vous voyez, je suis toujours avec l'outil là, hein, mais j'enfonce la touche commande du Mac ou contrôle du PC et je vais activer ou englober ceux que je veux modifier. Ok. Alors, on va dire c'est celui-là que je veux modifier. Donc, je vais prendre l'outil et aller travailler sur le côté. Voilà. Intéressant. Maintenant, c'est celui-là. Voilà. Et je pourrais, si nécessaire, aller double-cliquer sur l'outil
Et dans les options de l'outil déformation qui apparaissent là, allez modifier le diamètre. Par exemple, je vais mettre 10, tabulation, 10, tabulation. Ben oui, tabulation, la touche tabulation pour valider. Et donc là, OK, j'ai un outil d'1 centimètre au lieu de 3. Et donc je vais pouvoir aller faire des choses plus précises, bien entendu. Bien. Donc ça fait partie des possibilités pour modifier le dessin de départ. Je vais enregistrer le fichier pour garder toutes les étapes de la création. Avec objet tracé simplifié, diminuer le nombre de points des tracés et ainsi donner leur davantage de pureté, entre guillemets. Un peu puant comme mot, mais enfin voilà. Sélectionnez au préalable les tracés que vous souhaitez modifier. La version complète de cette boîte simplifiée peut être obtenue en cliquant sur les 3 petits points à côté du curseur. Et vous y trouverez notamment de quoi convertir les courbes en tracés anguleux. Ça peut parfois être intéressant graphiquement. Bon, vous savez quoi? On va peut-être, après avoir enregistré une première fois ce document ici, on va voir si on peut faire une version anguleuse en enregistrant sous un nouveau nom. Je vais l'appeler 6 anguleux. Et après, je reviendrai au 5 qui est courbe. Donc je fais un embranchement créatif là dans ma créativité ici aujourd'hui qui était plutôt linéaire. Je fais un embranchement, je fais un test, je vais faire une version anguleuse. Voilà. Ok, c'est la version anguleuse. Je retourne donc sur le tracé. Il faut que je clique vraiment sur un trait. Et parfois, c'est plus facile quand on fait commande Y, CTRL Y. Voilà. Isoler la répétition sélectionnée. Voilà. Je vais peut-être aller diminuer un peu l'épaisseur de mes traits parce que je les trouve finalement fort épais. Donc en double-cliquant dans la palette des formes sur la forme calligraphique que j'ai utilisée, je vais aller modifier ici la taille. Ok. Appliquer au contour. Et donc, objet tracé simplifié. Il y avait certainement d'ailleurs un raccourci quelque part au-dessus, mais bon, on va faire comme ça. Objet tracé simplifié. Alors, il n'y a pas de raccourci clavier pour cet item de menu. Si vous devez souvent aller dans un item de menu qui n'a pas de raccourci clavier, il va bien sûr falloir faire le raccourci clavier par l'éditeur de raccourcis de Adobe. Sinon, vous perdez votre temps à chaque fois. Mais bon, voilà. Donc, comme je l'avais dit dans le texte, il y a les 3 petits points qui permettent d'afficher la grande boîte. La case aperçue est cochée et on a la possibilité de simplifier la courbe avec le curseur ici. Voilà, ça peut être intéressant. Du coup, il ressemble à un mouton. En étant moins anguleux comme ça. Bon, les couleurs vont beaucoup aider aussi. Et comme je vous avais dit, c'est juste un travail technique ici. Il faut donc que j'arrive à entrer avec la flèche noire en cliquant sur un trait. Commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC. Il faut que j'arrive à sélectionner. Voilà, il faut d'abord cliquer en fait. Il faut d'abord cliquer pour sélectionner l'objet. Et puis clic droit, isoler la répétition sélectionnée. Voilà, commande Y si on veut les traits. Ils sont peut-être encore un peu trop épais, mais on va en reparler plus tard de toute façon. Je ne vais pas modifier l'épaisseur ici. Voilà, maintenant que les vecteurs apparaissent, je vais tester ça. Donc,
avec la flèche noire, parce qu'on n'a pas affaire à un groupe, donc on peut activer. Si j'avais affaire à un groupe, j'utiliserais la flèche blanche plus pour sélectionner l'entièreté d'objets sans que les autres se sélectionnent. Mais la flèche noire, ça marche. Et donc, je vous rappelle qu'on a désactivé le système de cadre de sélection et qu'on fait apparaître le cadre donc, de transformation manuelle quand on le souhaite avec l'outil de transformation manuelle ici, qui n'apparaît, je vous rappelle encore une fois, que quand on a demandé ici, la palette des outils avancée. Et donc voilà, transformation manuelle, vous avez cette cible bleue, c'est le centre de rotation. Donc je peux dire par exemple, tiens, je vais le positionner ici. Et donc quand je vais à l'extrémité, que je me mets en dehors du cadre et que je tourne, la partie du bas, c'est le pivot. Voilà. Avec la touche commande du Mac, contrôle du PC, je vais aller activer un autre trait. Je suis en transformation manuelle. Je vais dire que le centre de rotation va être là. Et voilà, je tourne. Je vais faire la même chose pour en bas. Donc je ne vais pas activer la flèche noire. Vous voyez, j'utilise le raccourci, la touche commande sur le Mac ou contrôle sur le PC. J'active ici la forme, je lâche, je suis avec l'outil de transformation manuelle, je décide où je mets la cible bleue, par où ça va tourner. Et voilà. Voilà, il faut faire des tests. Ben, je peux bouger aussi, avec l'outil de transformation manuelle, rien ne m'interdit de bouger. De transformer aussi, bien sûr. Si je prends une poignée, waouh, pas comme ça. Alors, va peut-être falloir là que je fasse, avec la flèche, cliquer à côté, recliquer dessus. Voilà, lâcher le bouton pour dire que c'est pas une rotation que je vais faire, c'est vraiment une transformation de la dimension. Voilà. Ok. Donc ça, c'était cette partie-ci. Et ça a peut-être été une découverte pour certains qu'on pouvait modifier avant de tourner. On pouvait modifier le centre de rotation. Très intéressant si vous voulez modifier une articulation, un bras ou des choses comme ça. Bien sûr, vous allez positionner la petite cible bleue à l'endroit où ça doit être le centre de rotation. Bon, je vais enregistrer le fichier. Même si, en enregistrant à chaque fois sous un nom différent, ça me sort de la symétrie. Ça vaut la peine. Voilà. Commande Y. Voilà. Donc par la palette de contours, il est possible de modifier l'épaisseur de certains traits. Testez cela en modifiant l'épaisseur de tel ou tel contour dans la palette de contours. Eh bien, on va faire ça parce que pour l'instant, c'est la même épaisseur partout. Donc, avec la flèche noire, je dois sélectionner la partie dans laquelle j'ai dessiné. Ici, c'est la gauche. Je dois faire un clic droit, isoler la répétition sélectionnée. Avec la flèche noire, je vais aller activer certaines choses. Par exemple, ici, l'intérieur de l'oreille, ça paraît très logique. Et peut-être aussi ça. Avec la touche Shift, j'ai activé les deux. Touche majuscule. Que ce serait peut-être logique que ce soit un peu moins épais. Donc, je vais aller faire ça par les palettes de contours. Menu fenêtre, contour. Oui, c'est aussi au-dessus dans la barre contrôle, mais je vais aller voir par la palette de contours. Et alors, je vais aller modifier l'épaisseur ici, en prenant éventuellement même ce qui est pré-réglé ici, 0,5 à la place de 1, et voilà ce que ça donne. Ok, celui-là, je vais peut-être lui mettre 0,75. Voilà, j'ai 3 épaisseurs de contour au même endroit, pourquoi pas. Les yeux ici. Ok. Donc il paraîtrait plus logique éventuellement que la partie du bas soit moins épaisse que celle du haut. Pourquoi ? Exactement. Au-dessus, il est censé y avoir une ombre parce que voilà. Alors que là, il est censé y avoir éventuellement un coup de lumière. Bien vu. Etc. Donc plusieurs choses éventuellement à changer.
Donc ça, c'est une possibilité. Ok. Je ne vais pas aller plus loin, mais vous avez vu que techniquement, c'est possible de le faire. Pour mes archives, j'enregistre. Et donc, on a l'épaisseur de base de la brush dans la palette des formes. Dans les paramètres de brush dans la palette des formes. Menu fenêtre, forme. Il y a, on l'avait réglé, l'épaisseur de la brush là. Et s'ajoute à ça, à cela s'ajoute un coefficient multiplicateur ou diviseur, l'épaisseur de la palette contour. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre. Vous avez l'épaisseur réglée dans la palette des formes et vous avez la palette contour qui vous a servi à amener des variantes sur cette brush sans qu'on aille modifier l'épaisseur. Elle apparaît avec différentes variantes, c'est l'épaisseur. Vous voyez, c'est comme si c'était 50%. Ah oui, j'aurais peut-être pu aussi faire ceci, sélectionner une forme et augmenter le contour. Passer à 2 par exemple pour certains. Voilà, celui-là. Ou à 1,5. Je tape, je sélectionne et je tape 1,5, touche tabulation, voilà. Je peux le bouger, etc. Voilà. Le crayon, je vous rappelle, peut servir à remodeler éventuellement, mais on va voir qu'on peut le faire par d'autres moyens. Donc c'est ça qui s'est passé. Alors c'est pas évident quand vous avez des brushes et que vous avez joué sur les deux paramètres. Comment modifier l'épaisseur de la brush, c'est pas évident. Ici, je vais double-cliquer sur la brush dans la palette des formes et voir ce qui se passe avec la case aperçu cochée quand on modifie la taille. Mais ça fonctionne toujours aussi bien. Là, j'ai cliqué sur annuler pour zoomer pour mieux voir. Donc si je double-clique sur la brush, je peux modifier sa taille. Et le coefficient multiplicateur, l'épaisseur du contour, agit toujours. Voilà. Quand je clique sur OK, il faut que je choisisse appliquer au contour. Et voilà. Alors la couleur des traits peut être modifiée, mais n'appliquez pas de fond. Nous mettrons de la couleur de fond avec la technique de la peinture dynamique. Donc là, il est éventuellement permis d'aller modifier la couleur. Donc, par le nuancier, c'est toujours mieux. Vous allez pouvoir activer avec la flèche noire tel ou tel trait et, en ayant la case contour à l'avant-plan, aller appliquer telle ou telle couleur. Je vous laisse tester. Et tout ça n'est qu'un premier petit test, bien sûr. Après, on pourra modifier ça. Et bien sûr, on peut aussi modifier plusieurs en même temps. Ok. Intéressant. N'hésitez pas à délirer au niveau des couleurs. Faites du fauvisme ou quoi. C'est le cas de le dire. La créativité, c'est ça en fait. Hein. Ah oui, et puis vous savez que vous pouvez aussi déplacer directement les couleurs sur les traits. C'est encore plus facile, pas besoin de les sélectionner auparavant. Alors, dans le bas de la palette nuancier, en bas à gauche, vous avez les librairies, celles qui concernent les nuances, dans ce cas-ci.
Vous avez la même chose dans la palette des brushes, mais c'est ce qui concerne les brushes. Voilà, mais ici, on est dans le nuancier. Donc, vous allez pouvoir aller chercher, par exemple, entreprise. Ça commence par là. Donc, c'est une palette avec des couleurs adaptées aux posters et aux communications d'entreprise, supposément. Vous avez possibilité de passer aux autres choses du menu. Donc, plutôt que de retourner chaque fois dans le menu, aller chercher le suivant, festivité, là par exemple, non, vous allez passer au suivant avec la petite flèche. Voilà, festivité. Vous voyagez dans le menu du bas à gauche du nuancier par les petites flèches. Et quand vous voyez quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le groupe et voilà, ça arrive. Ce sont les groupes de couleurs, donc. Ça peut aider si vous êtes toujours en train de vous demander quelle couleur vous allez mettre. Ça peut aider parce que c'est des gammes restreintes. Vous allez vous limiter à ces gammes de couleurs, en fait. Voilà. Donc nous sommes allés chercher plusieurs groupes de couleurs et là vous allez remplacer une des couleurs déjà appliquées par celle d'un groupe que vous avez été chercher. Ah ah! Comment remplacer une des couleurs déjà appliquées par une des couleurs d'un groupe qu'on est allé chercher là? Donc je clique sur par exemple le bleu, je veux le remplacer, le bleu je veux le remplacer par la couleur ici, le vert qui me paraît super chouette. Donc, je clique là-dessus avec la flèche noire, Shift, Shift. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, Shift, voilà, blablabla. Ça peut prendre beaucoup de temps. Est-ce que vous connaissez une technique qui me permettrait de sélectionner juste le premier trait qui a une couleur et que tous les traits qui ont la même couleur se sélectionnent? Eh bien, figurez-vous que ceci, il y a des gens qui utilisent Illustrator et qui ne connaissent pas. Et ils passent un temps fou à faire de la sélection de choses identiques, alors qu'il y a ceci. Donc en ayant sélectionné ce trait, ce contour bleu, je vais dans Sélection, Identique, et dans ce cas-ci, Couleur de contour. Et tous les traits qui ont la même couleur se sont sélectionnés, et il suffit que je clique sur mon trait vert, sur ma couleur verte, je veux dire ici, et voilà, c'est fait. Très intéressant dans Illustrator. Voilà, donc très intéressant cette fonctionnalité, je peux l'appliquer au trait noir ici d'ailleurs aussi, et ah ben là, voilà, pas là, j'étais en train d'essayer de sélectionner sur la droite. Donc, sélection identique, couleur de contour, bien sûr si vous devez aller souvent le chercher, ce petit item de menu qui n'a pas de raccourci, il faut créer le raccourci. Évidemment. On va le faire? Ok, on va faire le raccourci. Comme ça, ceux qui ne connaissent pas vont apprendre. Alors, vous allez dans le menu Édition, Raccourci clavier. On veut ajouter un raccourci à un item de menu qui n'en a pas. Et on doit souvent faire appel à cette fonction. On n'a pas envie chaque fois d'aller dans le menu, sous-menu, ça prend du temps. Donc, édition raccourci clavier, tous les logiciels Adobe ont l'éditeur de raccourci clavier. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On choisit quoi? Commande de menu. Donc, commande de menu, quel est le menu? Menu sélection. Identique. Couleur de contour, voilà. Et il n'y a pas de raccourci, en effet. Vous cliquez donc là-dessus et vous allez taper sur le clavier un raccourci. Donc c'est pas évident, mais je vais essayer d'en trouver un qui n'est pas utilisé. Ben voilà, j'ai fait touche commande et le... comment est-ce qu'on appelle ça? Le rond qu'on met au-dessus de certains caractères. Ah. Bon, je vais vous montrer sur mon clavier virtuel ici ce que j'ai choisi moi. Voilà, j'ai utilisé la touche commande
Et pendant que commande était enfoncée, j'ai utilisé ça parce que je me suis dit, système mémotechnique, le petit rond, là, c'est comme un contour. Et voilà. Et il m'a inscrit le raccourci qui est en fait la parenthèse. Parce que j'ai pas enfoncé la touche majuscule. Mais bon, peu importe. Voilà, l'essentiel, c'est de s'en souvenir. Il faut... Alors, les raccourcis, vous allez les retrouver d'un ordinateur à l'autre si vous vous loguez avec votre identifiant Adobe. Parce que c'est stocké sur le cloud à un certain moment. Avant, c'était beaucoup plus difficile. Il fallait transporter ça sur une clé USB ou un disque dur, et si on travaillait d'un ordinateur à l'autre. Maintenant, c'est centralisé dans le cloud. Alors, si vous cliquez sur OK, il va vous dire que vous ne pouvez pas, en fait, mais il ne vous le dit pas, mais c'est ça qui se passe, vous ne pouvez pas modifier l'ensemble de départ par défaut de Illustrator, et donc il vous demande de mettre un nom, et voilà, je vais mettre un nom. OK, et voilà. Et donc, du coup, en principe, si je sélectionne une forme et que je fais chez moi commande parenthèse, voilà, ça marche. Très intéressant, bien sûr. Quelqu'un connaissait ici les raccourcis clavier, qu'on pouvait ajouter des raccourcis clavier à des items qui n'en avaient pas? Tu t'en doutais? Tu n'as jamais eu l'utilité? Si, j'en aurais eu, mais je crois que la flemme... Ah, la flemme, franchement. Donc, et si je revais dans sélection identique, en face... Ah bah tiens, il m'a planté le truc. Il met pas le bon raccourci, en fait. Pourquoi il met commande 0 bizarre, hein? Il vaut mieux avoir noté son raccourci clavier avant. Nos raccourcis clavier, dans édition raccourcis clavier, peuvent être exportés, imprimés. Comme ça, vous vous en souvenez. Je ne vais pas le montrer ici, mais c'est prévu, bien sûr, de pouvoir exporter ça sous forme de fichier PDF ou autre, imprimable. Dans une entreprise, il faut unifier ça, il faut que tout le monde utilise les mêmes raccourcis clavier. C'est mieux. Comme ça, quand on passe d'une machine à l'autre, on n'est pas perdu. Voilà. Certains logiciels qui ne sont pas Adobe n'ont pas cette fonctionnalité pour modifier les raccourcis clavier de leur menu. Mais vous devez savoir que, qu'on soit sur Mac ou Windows, il y a la possibilité de malgré tout modifier les raccourcis clavier de n'importe quel logiciel. Je ne vais pas vous expliquer comment faire ici, mais si ça vous intéresse, pour Mac en tout cas, vous allez voir ma petite vidéo ici, comment ajouter un raccourci à un logiciel qui ne prévoit pas qu'on les modifie. Voilà. Ou vous utilisez des vidéos ou des pages web qui expliquent ça chez n'importe qui, peu importe. L'essentiel, c'est de ne pas faire le débile, et quand un item de menu n'a pas de raccourci, 50 ou 100 fois par jour, aller dans le menu, c'est débile. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré qu'un logiciel n'a pas d'éditeur de ses raccourcis clavier, il est possible de le modifier par le système d'exploitation, qu'on soit sur Windows ou sur Mac. C'est évidemment pas la même procédure, mais c'est à peu près la même logique. Donc, vous avez remplacé une des couleurs déjà appliquées par celle d'un groupe. Vous avez utilisé la fonctionnalité sélection identique couleur de contour pour sélectionner toutes les formes qui ont la même couleur de contour que la première sur laquelle vous avez cliqué. Et vous avez même fait un raccourci clavier pour cet item de menu qui n'en a pas. Voilà. Alors vous avez dessiné une petite crinière au lion. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Voilà. Faites-le. Ah tiens, j'ai ici la crinière qui devrait passer derrière l'oreille, ce serait peut-être pas plus mal. La manière la plus simple, c'est objet, disposition.
arrière-plan. Objet disposition arrière-plan. Et voilà, c'est passé derrière. Donc, vous avez dessiné une petite crinière. Et alors, on va s'amuser un peu. Je vous rappelle que ici, on voit les choses d'une manière technique. Je vais vous montrer quelque chose qui s'appelle le tourbillon. Ça ne veut pas dire que vous devez l'utiliser. C'est l'occasion d'utiliser cet outil et de voir qu'il existe surtout. Mais ça ne veut pas dire que c'est la chose à faire. Hein. On est d'accord. C'est une étude technique ici du dessin en symétrie de la tête de lion, artistique, un peu délirant. Voilà. Je précise. Alors, avec l'effet tourbillon, qui est derrière l'outil largeur de la palette des outils, mais on va aller le chercher. Donc en principe, c'était toujours affiché, mais je l'ai enlevé tout à l'heure de l'affichage. Donc je rentre dans l'outil largeur et je vais aller sur la barre ici. Voilà, on a utilisé tout à l'heure l'outil déformation. Maintenant, on va utiliser l'outil tourbillon. Vous posez l'outil le long d'un tracé qui est sélectionné et un tourbillon va se créer. Donc d'abord, il faut que l'outil soit activé. Avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC, vous activez un trait, plutôt celui-là à l'extérieur. Voilà, j'appuie et ça fait un tourbillon. Bien. Donc, là je vais peut-être annuler, parce que je vais aller le régler. Et donc, comment le régler? L'outil tourbillon. Double-cliquez sur l'icône de cet outil pour faire apparaître ces réglages et modifier en largeur et en hauteur le diamètre du pinceau, afin que le rayon d'action de l'outil soit adapté au résultat visuel que vous souhaitez obtenir. Donc clairement, là, chez moi, c'était un peu trop grand, je trouve, peut-être. J'annule. Je vais donc double-cliquer sur l'outil tourbillon. Et là, à la place de 35, je vais aller mettre éventuellement 15 touches tabulation, 15 touches tabulation. Voilà. OK. Et donc, toujours sur mon trait qui est sélectionné, je vais pouvoir aller faire des tourbillons éventuellement. Suivant que vous restez plus ou moins longtemps appuyé, ça fait un résultat plus ou moins différent, évidemment. Et alors, c'est également dans cette boîte de réglage que vous trouvez le curseur vitesse du tourbillon. Une valeur positive crée un tourbillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tandis qu'une valeur négative crée un tourbillon dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous avez vu, le tourbillon ici, il a été créé dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, à votre avis? Je vous parle de celui-là à gauche, évidemment. Dans le sens inverse, ben oui, il est dans le sens inverse. Donc en principe, si je m'en réfère au texte ici, une valeur positive de vitesse du tourbillon crée un tourbillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc en principe, la valeur serait positive. Je vais aller vérifier. En double-cliquant donc là sur l'outil tourbillon, on a vitesse du tourbillon. Ben oui, on a une valeur positive, 40 degrés ici. Je vais mettre une valeur négative, à peu près. Hein. N'essayez pas d'avoir tip-top la même chose que moi, j'ai choisi un peu au hasard. OK. Et puis là, quand je teste, je devrais avoir dans le sens des aiguilles d'une montre. En effet, ça marche. J'annule si j'ai appuyé trop vite, trop longtemps, et que ça foire. Voilà. Amusant. Alors notez qu'une fois que le tracé est modifié, il n'est pas possible d'influencer l'aspect du tourbillon à l'aide de ces valeurs de réglage. On règle pour le tourbillon qu'on va faire, pas pour ceux qui sont déjà faits. Ben oui, c'est vraiment un outil modificateur de vecteurs. C'est pas dynamique, on ne sait pas aller modifier les tourbillons qu'on a déjà faits. D'où l'intérêt de sauvegarder régulièrement sous un autre nom. Alors, si vous pensez que le tourbillon se crée trop rapidement quand vous posez l'outil le long d'un tracé,
passer de l'intensité 50 à, par exemple, 10. Donc chez moi, c'était pas trop le cas, mais quand même, c'était rapide. Si je double-clique là, donc dans les options du tourbillon, intensité 50, voilà, c'est un peu rapide. Je passe par exemple à 10. OK. Je vais aller sélectionner une autre ligne. Touche commande ou contrôle sur le PC. Je sélectionne, voilà, je lâche. Voilà, et là, il est lent. Bien. Bon, la ligne est trop épaisse, ça ne donne pas bien. Je vais aller modifier l'épaisseur du contour. Ok, ça marche. Celui-là aussi, tiens. Voilà. Le tourbillon. Utilisez l'outil plan de travail pour agrandir le blanc, entre guillemets, derrière, puis repasser à l'outil flèche noire pour quitter l'édition du plan de travail. Donc, déjà, là, je vais quitter la modification de la symétrie avec le fil d'Ariane au-dessus. Voilà. Ensuite, je zoome en arrière et je vais donc activer l'outil plan de travail qui n'est qu'une référence. Ce n'est pas nécessairement le format final sur lequel je vais utiliser cette illustration. Alors, si j'enfonce la touche Alt, c'est comme partout chez Adobe, ça agrandit dans tous les sens. Si j'enfonce en plus de la touche Alt, donc la touche Option, si j'enfonce en plus de la touche Option la touche Shift, ça reste proportionné. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Et alors l'image là, je vais aller la mettre sur le côté. Elle ne me sert plus. Pourquoi est-ce qu'on agrandit? Parce qu'on va multiplier les crinières et multiplier les traits en fait. Voilà. Bon, quand je disais que l'image ne me sert plus, je vais quand même m'en servir un peu, quoi qu'il a quand même un peu... C'est un jeune lion, il n'a pas une grosse crinière, je pense. Hein. Je vais aller quand même imaginer une crinière un peu plus grande. Ah oui, ben je vais aller faire des tourbillons sur le dessus aussi, voilà. Il va falloir que j'arrive à sélectionner, et pour ça, il faut que je sois dans l'édition de... la symétrie. Voilà. Alors, commande Y. Voilà, isoler la répétition sélectionnée. J'ai eu un peu de mal pour arriver à faire apparaître par clic droit ceci. J'aurais peut-être dû aller auparavant dans la palette des calques avec la petite cible, sélectionner le mot répétition. Enfin, la cible du mot répétition. Voilà. Commande Y. Voilà. Et donc on a ça, on a la transformation manuelle et possibilité donc d'aller tourner comme on veut. Ok. Je vais m'amuser un peu avec l'outil tourbillon aussi, tant qu'à faire. Ah oui, on ne voit pas que c'est sélectionné parce que les vecteurs du calque sont orangés et la ligne est orangée. Mais c'est réellement sélectionné. Voilà. Ok. Donc si vous n'avez pas la crinière, il va falloir la dessiner. Bien. Alors on ne l'a pas encore fait, mais pour l'outil de transformation, vous avez cette petite palette qui apparaît, qui vous permet de faire une transformation d'office sans les proportions gardées, transformation, distorsion, voilà, ça peut être intéressant. Personnellement, oui, je trouve que ça peut être intéressant, parce que jusqu'à présent, dans Illustrator, on était un peu limité au niveau de la distorsion. On avait un effet de distorsion, mais c'était vraiment pourri. Il fallait travailler dans une petite fenêtre de prévisualisation. On ne voyait pas ce qu'on faisait. Donc voilà. C'est pas plus mal.
Bon, je voudrais que tout ça soit sur une courbe. Bon, il y a sans doute plusieurs possibilités de le faire. Vous en voyez une. Voilà, je voulais utiliser objet distorsion de l'enveloppe, mais et créer d'après un filet, c'est ça. Mais apparemment, Il a peut-être été remplacé aussi. non, il est là, mais visiblement, peut-être parce que on est dans une symétrie miroir, il veut peut-être pas le faire. Je vais juste tester. Par contre, l'autre idée que tu as donnée, la déformation par marionnette, pourrait peut-être marcher. Je vais juste, par curiosité, copier-coller ce truc dans un nouveau fichier. Oui, il a raison. Par contre, je crois qu'il faut avoir pris. Objet distorsion de l'enveloppe. Et là, ça marche. Oui, c'est ça, en effet. Parce qu'on était dans la symétrie, on n'arrivait pas à utiliser ce que je voulais utiliser, créer d'après un filet. Voilà. Une fois que vous avez ça, c'est un peu comme d'habitude dans la barre contrôle. Vous avez la possibilité de travailler sur l'objet ou sur la déformation par filet. Et là, on va pouvoir, avec la flèche blanche, aller bouger. Voilà. On peut même sélectionner plusieurs points. Voilà, ça c'est la déformation par filet que j'ai essayé d'utiliser dans l'autre fichier qui est là, pendant que j'étais en répétition miroir. Mais alors, la marionnette, est-ce qu'elle marche? Vous avez testé? Ok, mais ah oui, mais tester dans une répétition miroir la marionnette, ça c'est pas évident. Alors, elle est là, derrière l'outil de transformation, déformation de la marionnette. Ouais, ça marche, apparemment. Je vais aller mettre un point là, bouger celui-là. Voilà. Ah ben ça c'est bien qu'elle fonctionne. Figurez-vous, je m'attendais vraiment à ce qu'elle ne fonctionne pas, vu qu'on était en déformation, en miroir. Bien. Donc la déformation par marionnette, elle est derrière l'outil de transformation. Elle ne sert pas que à déformer des personnages, comme son nom l'indique. Ça peut permettre de déformer aussi des vecteurs comme ça. Est-ce que ça marche? Alors, il y a un peu trop de points là, peut-être. Je vais sélectionner et supprimer les points. Touche suppression. Ok, je vais en mettre là. Celui-là, il est pas mal. Je vais en mettre un quand même au centre pour fixer. Et voilà. Et on a ce genre de choses. Amusant. Je vais enregistrer. Alors, vous allez sélectionner la moitié de crinière qui est à gauche du repère vertical et faire un CTRL-C, puis édition, coller sur place. Donc, commande-C évidemment sur le Mac. Quand je suis dans la répétition miroir, si je double-clique sur répétition miroir ici, je vais pouvoir indiquer que les vecteurs vont être différents. Voilà. On va peut-être voir un peu mieux chez moi que ça sélectionne. Ah tiens, au fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait tout à l'heure et qui est intéressant, surtout voilà, quand on a des écrans très précis, ça peut être intéressant, c'est dans les préférences. Et je vais aller le faire ici, Illustrator Réglage ou sur PC, Édition, Préférences. La sélection et l'affichage des points d'ancrage. Je vais aller les mettre au maximum de taille, les points d'ancrage. Ok, voilà. On les voit quand même beaucoup mieux. Ok, édition copier. Édition coller sur place.
Outil de transformation manuelle. Je place la cible bleue proche ici du repère. Je prends une poignée du coin avec la touche Alt et Shift. Voilà, j'agrandis. Je vais le bouger. Voilà, c'était un peu ça l'idée, c'est d'obtenir une copie de la crinière. Donc, je répète ce qui vient d'être fait. Après, on va redimensionner. La crinière, elle est un peu trop bas par rapport à sa tête. On sélectionne la moitié de la crinière qui est à gauche du repère vertical. On fait CTRL-C, puis édition, coller sur place. Voilà. Sur place, voilà. Et puis on a activé l'outil de transformation manuelle. Placer le centre de transformation, la petite cible proche du repère vertical. Transformer. Et c'est donc pour qu'une copie de la crinière soit plus grande. On voit les deux traits maintenant, chaque fois. Vous pouvez réessayer CTRL-C, pas CTRL-V, édition, coller sur place. À nouveau, transformation manuelle avec la cible éventuellement là, proche du repère. Je prends la poignée et voilà. Bien. Et là, je vais sélectionner tout ça et redimensionner parce que par rapport à la tête de lion, c'est un peu grand. Voilà. Et j'ai même cette ligne ici qui finalement ne sert plus. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas une en trop visuellement? Voyons. Oui, ça c'est pas plus mal. C'est moins exubérant, mais l'autre aurait peut-être été bien, quand même. Il faut imaginer comment ça peut donner une fois que vous aurez ça sur un packaging éventuellement et que vous aurez ces lignes ici qui seront en doré, en relief, en vernis sélectif aussi. Ça peut être vernis sur fond noir, ça peut donner des choses très bien tout ça. Donc voilà. Mais encore une fois, ici, le design n'est qu'un prétexte pour apprendre Illustrator. J'improvise quelque chose pendant que je vous explique. Et voilà. Bien, donc on a des lignes dont certaines sont ouvertes et même très ouvertes. C'est très intéressant, un dessin expressif quand même avec des lignes ouvertes. Et on va pouvoir faire du remplissage par la technique de la peinture dynamique. Du remplissage de quoi? De couleurs unies ou de motifs ou de dégradés. Assez intéressant ce qui arrive là au niveau du remplissage de dessins non fermés.